Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove de la République à l'Ordre, tome 1, chapitre 28. Le vaisseau spatial décolle, laissant au sol les 5 soldats. Ils ne perdent pas de temps pour rejoindre la source d'énergie qu'ils avaient repérée. Ils empruntent la voie des airs pour s'y rendre. Durant leur voyage, ils constatent des villes détruites, des champs qui ont subi les affres de la guerre, une route de corps en décomposition qui menait vers leur cible. Sudok était en charge des opérations. Il voulait faire une approche subtile et rapide pour surprendre leur ennemi. Ils s'étaient mis d'accord sur la façon de procéder, mais ne s'attendaient pas à découvrir des civils sur les lieux. Le caméléon s'amusait à les torturer. Il les défiait dans des duels qu'ils ne pouvaient gagner. Si les participants n'arrivaient pas à le divertir, ils étaient mutilés et abattus de la pire des manières. Selon son humour, il les découpait en deux, soit horizontalement, soit latéralement. Il se délectait des cris de peur de ses victimes. L'équipe ne pouvait laisser faire ces massacres. Ils interviennent. Chenel crée une barrière de protection autour des habitants. Au même moment, Sora lance une cascade d'éclairs qui s'abat au sol. Le caméléon évite l'attaque en s'éloignant. Il n'a pas le temps d'atterrir qu'une explosion surgit derrière lui, mais l'homme échappe à nouveau à la déflagration. Il se rattrape en glissant sur le sol, mais venait de se retrouver dans l'angle de tir de Tarwin. Dorga érigeait une barrière d'énergie qui sortait du sol. Elle prenait la forme d'un demi-octogone. Le jeune Clove lance une vague de matière solaire qui s'engouffre dans la structure. Une fois de plus, il en réchappe en s'envolant, mais Sudok l'attendait. Il avait ouvert ses yeux pour l'occasion. Une impulsion vient frapper le caméléon de plein fouet. L'impact sur le sol fut terrifiant. La Vistis laissait partir les civils qui ne perdaient pas de temps pour fuir. Les 5 soldats formaient un cercle autour du cratère. L'homme se relève, laissant chuter quelques pierres qui l'entouraient. Il arborait un sourire de satisfaction. Son regard prend une allure des plus démoniaques qu'à son habitude. « Vous pensez pouvoir m'arrêter ? Je ne suis pas n'importe qui. » J'ai été bercé dans la lumière d'un soleil obscur. Mon âme a été offerte au dieu noir. S'écrie-t-il tout en laissant échapper un ricanement sordide. Les tatouages qu'il porte sur le corps se déplacent. L'un d'entre eux serpente autour de son cou, puis pénètre dans sa chevelure pour réapparaître sur son front. Le dessin semblait accroché à son crâne. La posture de l'homme change. Même l'aspect de sa figure a pris des tons plus durs. Il part en direction de Sudok. Son déplacement est si furtif qu'il n'a pas le temps de réagir. L'homme vient le frapper au niveau de la poitrine. Le Savaran est projeté sur plusieurs mètres en arrière. Le caméléon part en direction de Dorga. Il prépare un coup au visage, mais le sol se surlève. La terre prend la forme d'un bras qui tente d'attraper l'individu. Il arrive à s'en extraire, mais la forme terreuse ne le lâche pas. Elle le poursuit tout en essayant de l'entraver, mais sans succès. Il est bien trop rapide. La forme boueuse s'écrase au sol, laissant dans son sillage une traînée de boue. Des mains sortent du sol. Elles cherchent à s'échapper de la profondeur de leur tombe.
Les créatures qui étaient contrôlées par la jeune Vistis se ruaient vers leur cible qui se plaisait à les détruire. Les mouvements de ses bras sont bloqués par des chaînes. Dorga tentait de résister à la pression qu'il soumit à sa création. Ne pouvant avancer, le caméléon se précipite vers le clove. Ce dernier crée une barrière de protection, mais elle fut détruite par l'impact du choc. Tarwin ne lui laissait pas le temps de respirer, il s'attaque à lui. Mais contrairement à la dernière fois, il décide de faire un corps à corps. Mais son adversaire ne semble pas être intimidé par la fougue qu'il déploie. De coups de poing aux coups de pied, chaque coup sont donnés avec précision, mais elles sont parées avec tout autant d'adresse. Il cherche à le déstabiliser en essayant de le renverser. Il arrive à bloquer son pied durant une demi-seconde, ce qui suffit au jeune Clove pour se lancer dans une rotation aérienne afin de le frapper au visage avec son pied. Mais il bloque son attaque avec son bras, ce qui lui donne un point d'appui. Il vient le frapper avec son autre pied au niveau de ses côtes. L'individu se projette au sol tout en se lançant dans une pirouette pour retrouver son équilibre. Des éclairs viennent s'abattre sur lui, mais il les évite en se déplaçant dans un mouvement de courte portée. Malgré cela, il est atteint par un rayon de lumière. Il arrive à le contrôler et à le concentrer dans le creux de sa main, puis le renvoie sur le Tyrien qui est projeté au sol. Le caméléon exulte de les voir se remettre de l'assaut qu'ils viennent de subir. Les soldats se rassemblent. Ils sont surpris de la vitesse et de l'habileté qu'ils possèdent. Mais eux non plus n'ont pas dit leur dernier mot. Ils concentrent leur énergie et se lancent dans une stratégie d'attaque qu'ils avaient perfectionnée pour découvrir la technique de défense de Didrion. Ils se dispersent. Seul Sudok lui fait face. Ses yeux sont ouverts. Il fait tournoyer les taches de couleur sur ses iris, cherchant celui qui serait le plus efficace. Pour l'occasion, il opte pour le cercle qui était orné de rouge et d'or. Des mini-explosifs se créent, tout en créant un chemin jusqu'à sa cible. L'homme exécutait une manœuvre aérienne pour l'éviter. Malgré l'acharnement qu'il opposait au mouvement de fuite de son adversaire, le Savaran n'arrivait pas à le toucher. Mais il pouvait guider sa destination vers la prochaine attaque. Car s'il évitait de se faire toucher, il ne pouvait pas voir la position des autres soldats. L'équipe l'avait compris. Alors qu'il se lançait dans une énième feinte, il dut faire face à un colosse de fer qui l'assaillait de ses énormes poings. Chacun de ses coups soulevait des quantités astronomiques de terre et de roches. Malgré la rapidité des mouvements de la créature de Chenel, le caméléon parvenait à déjouer chaque assaut. Il s'extirpait de la zone d'attaque, mais se trouvait à nouveau dans un autre piège. Des éclairs et des sphères solaires s'abattaient sur lui. Mais une nouvelle fois, il se dérobait à grande vitesse. Dans son évasion, il ne prend pas le temps de vérifier son environnement. Il vient de se faire piéger dans une sphère d'illusion. Autour de lui, il n'y a rien. Il est dans un lieu noir. Il n'y a aucun son. Il semble surpris du monde qui découvre autour de lui. L'homme ôte le haut de son vêtement, laissant en vue ses tatouages qui se déplacent sur sa peau. À l'extérieur du dôme, les soldats sont intrigués par la réaction de l'individu. Ils sont arrivés à l'immobiliser, mais ils restent sur leur garde. Le caméléon dépose sa main au sol. L'un de ses tatouages traverse son corps pour plonger dans la terre. Même dans cette situation où il se trouve à la merci de ses adversaires, il arrive à rebondir sans faillir. Des mottes de terre se déplacent à la surface. Il se dirige vers les soldats comme s'ils connaissaient leur position. Chacun d'entre eux tente d'éviter l'attaque, mais son déplacement furtif ne leur laisse que peu de marge d'erreur pour réagir. Les élémentaristes utilisent leur attaque habituelle. La créature obscure s'arrête quelques instants,
pour grignoter les éléments, puis repart aussitôt. Sudok martèle le sol de plusieurs explosifs, mais cette dernière ne semble pas souffrir. Au contraire, elle se délecte de la nourriture qu'il lui offre. Quant aux imaginistes, ils essayent de lancer des sorts pour stopper l'avancée de la forme dévoreuse, mais sans succès. Elle ne ralentit pas de son objectif. Chenel s'envole pour ne pas être happé. Dorga, lui, tente de la suivre, mais n'est pas assez rapide. La créature, qui prend maintenant des aspects de poudre noire compacte, l'attrape. La créature entoure son armure. Elle s'essaye même à vouloir dévorer son casque, mais sans pouvoir y parvenir. Les autres créatures changent aussitôt de trajectoire. Elles se précipitent vers Dorga. Même si son armure contient une grosse masse d'énergie, cette dernière se fait engloutir, laissant le liquide de protection s'écouler au sol. Seul son casque reste en position. Les cris de douleur du Clove se font entendre dans toute la vallée. Les autres soldats n'ont pas eu le temps de réagir que le corps sans vie de Dorga s'écroule au sol. Le dôme qui avait emprisonné le caméléon se retire. Les créatures rejoignent son hôte, lui laissant apparaître un sourire de satisfaction. « Je suis de retour », lance-t-il tout en esquissant une jovialité dérangeante. Quelques minutes plus tôt, le Galiléos se posait sur Chrysidon. Le capitaine Surlong avait effectué les manœuvres habituelles avant d'entrer dans l'atmosphère. Il n'avait détecté qu'une seule forme de vie sur le monde. Malgré la réticence à se poser à proximité de l'individu, il accepte la requête du commandant. Mais il entoure le bâtiment d'un bouclier de protection une fois que Didrion a quitté son bord. La planète était un véritable chantier. À certains endroits, des odeurs de corps en putréfaction se faisaient sentir. Au milieu des gravats, l'homme au masque fendu attendait le commandant. Il se lève du monticule de pierre qui lui servait d'assise. Autrefois, c'était le palais de Samiren. Didrion, cela faisait longtemps. Tu as vieilli, dit-il d'un ton hautain. Qui que tu sois, ta vie s'achève ici, relance le commandant. Ne sois pas si pressé, même si tu es le digne représentant de ta race. N'oublie pas à qui tu as affaire. Il n'a pas le temps de finir sa phrase, qu'il est dos à dos avec Didrion. Surpris par la rapidité de l'individu, le commandant réplique avec un coup de pied rotatif, mais sa cible disparaît à nouveau. Il a repris sa position initiale. Si je t'ai convié, c'est pour parler. Mais si tu veux mourir, tu n'as qu'à le demander. Annonce l'homme au casque fendu. Tu te fais passer pour l'un des deux frères démons. Mais qui es-tu, Karl ou Claude? Un ricanement se fait entendre. Le ton interrogateur du commandant semble l'amuser. Je remarque que tu ressembles de plus en plus à Corluc. Il nous a sous-estimés autrefois. Tu ne devrais pas faire la même erreur. Mais pour répondre à ta question, je suis le bourreau de Brion, dit-il d'un ton nostalgique. Didrion se rappelle de ce génocide. Brion, une planète qui servait d'avant-poste pour la République universelle lors de la guerre. Elle comptait plusieurs millions de soldats. Ils ont tous été massacrés par Karl Clove, l'un des deux frères démons. Le commandant s'interroge sur son homologue. S'il est vraiment celui qui prétend, alors il n'aura pas la capacité de l'arrêter, ou du moins il pourrait peut-être l'emporter dans la mort. Maintenant que j'ai toute ton attention, on va pouvoir parler. Je veux que tu me livres Tarwin Clove, annonce-t-il. Le commandant refuse catégoriquement de satisfaire sa demande.
mais l'homme au casque fendu se lance dans un monologue. Je vais te divulguer la vérité sur l'univers. La République universelle se berce de mensonges. Ils suivent les préceptes d'Illard. Ce sont des mensonges. Les habitants d'Illard ont usurpé la place du seul Dieu. Ils ont enfermé leur créateur pour le remplacer. Ils utilisent les individus qui peuplent l'univers pour asseoir leur puissance et prolonger leur immortalité. Cela doit cesser. Si on libère le seul vrai Dieu, alors il apportera l'équilibre. Ainsi, nous pourrons vivre sans les dictats qu'impose Illard. Le discours de l'homme au casque fendu est en train d'être digéré par Didrion. Il commence à comprendre les tenants et aboutissants de la Grande Guerre. C'était donc ça. Vous avez massacré des milliards d'êtres vivants pour une idéologie de bas étage. Et même si ton conte de fées est réel, qui te dit que ta nouvelle divinité ne va pas être pire que la précédente? Au final, toi et ton frère n'êtes que des enfants apeurés. Et votre comportement d'enfant gâté doit cesser, répond le commandant. L'énergie de Didrion augmente si vite que sa peau diamanteuse se met à scintiller. Son déplacement est si furtif qu'il émet un craquement dans l'air. Il rejoint la position de son adversaire et lui assène un coup si violent qu'une onde de choc se déploie sur la surface de la planète. L'homme au casque fendu est propulsé dans l'horizon. Il parvient à stopper ses pirouettes aériennes et réplique aussitôt avec une vague de matière solaire blanche qui désintègre tout sur son passage. Une tranchée se dessine. Ses proportions sont hors normes. Il n'y a plus rien, hormis un paysage désertique. Alors que l'homme au casque fendu se relâche, après s'être délecté de l'anéantissement de son adversaire, Didrion apparut devant lui. Il lui assène un nouveau coup dans l'estomac qui le balaye sur plusieurs mètres. L'homme reste à genoux. Son armure n'a pas pu le protéger de l'attaque du commandant. Tu m'as sous-estimé, ou peut-être que tu n'es pas celui que tu prétends, lance le commandant. Maintenant que je connais ta réponse, je n'ai plus rien à faire ici. Mais tes petits protégés devraient mourir dans peu de temps. Répond-il au commandant, tout en lançant un léger ricanement. Didrion se prépare à attaquer l'homme qui ne semble plus pouvoir bouger. Mais ce dernier se fait avaler par une ombre. Le commandant constate qu'il n'y a plus la moindre concentration d'énergie de son ennemi. Il se hâte de partir au Galiléos pour se rendre sur Sular 3 au plus vite. La situation s'est compliquée depuis qu'ils ne sont plus que 4. Le caméléon savoure la peur et l'incrédulité qui s'est installée dans l'esprit des soldats. Le jeune Clove n'arrive pas à croire ce qu'il vient de se passer. Il enlève son casque qui est aspiré par son armure. La vision du corps de son cousin lui fait découvrir un nouveau sentiment. Il n'aurait jamais imaginé que sa disparition puisse l'affecter à ce point. Son regard noircit. La Vistis l'a remarqué immédiatement. Elle ressent aussi la tristesse qui le dévore. Mais se devait de l'arrêter avant qu'il ne subisse le même sort. La concentration de l'énergie de Tarwin est telle qu'une lueur s'échappe de son corps. Son déplacement vers son adversaire se fait en moins d'une seconde. Il s'acharne à lui asséner des coups de poing et coups de pied, sans lui laisser l'opportunité de fuir. Mais il ne cherche pas à fuir. Il parait chaque coup, et quand il n'y arrivait pas, c'était ses tatouages qui le faisaient pour lui. Le problème que le jeune Clove ne put comprendre, car il était bien trop furieux, c'est que ces créatures ne faisaient pas que bloquer ses coups. Ils dévoraient son énergie. Dans sa rage, il augmente sa vitesse. Il le déséquilibre et vient le frapper dans le dos. L'homme s'écroule au sol tout en dérapant sur plusieurs mètres.
Tarwin dégaine son arme et se lance dans les airs pour retomber sur sa proie. Il se prépare à le pourfendre, mais il l'évite une nouvelle fois. Maintenant, le caméléon sait qu'il ne peut plus stopper les attaques du jeune Clove. Il opte donc pour une autre option. Ce sont ces tatouages qui lui serviront pour se défendre, mais aussi pour les phases offensives. Au lieu de prendre une forme de créature, la masse noire se concentre en lame. Leur affrontement est terrifiant. Tarwin manipule son arme avec la plus grande dextérité, la faisant tournoyer avant chaque attaque. Il la lance pour la rattraper avec son autre main afin de changer son angle d'attaque. Il s'essayait même à des figures acrobatiques tout en lui assénant des coups, mais quoi qu'il fasse, il n'arrivait pas à percer la défense de son adversaire. La Vistis entre dans la danse pour déstabiliser le caméléon. Elle utilisait des créations sous forme de chaînes afin de bloquer ses mouvements. Leurs attaques combinées ne changeaient rien. L'homme arrivait à anticiper chaque attaque et ripostait tout aussi violemment. Il manipulait deux lames. Son corps lui aussi laissait apparaître partiellement des lames qui se déployaient et repliaient afin d'asséner des attaques. Ses mouvements sont de plus en plus précis et rapides. Les deux soldats se retrouvaient très vite débordés par les assauts de l'homme. Sora et Sudok entrent eux aussi dans l'affrontement. Le Tyrien arrive aisément à contrer et répliquer avec des éclairs qu'il utilise comme lame offensive. Mais le Savaran, lui, n'est pas très rapide. Il est plutôt habitué à faire peu de mouvements lors des batailles. Il s'essaye à quelques attaques, mais ne les déclenche pas, par peur de toucher l'un de ses coéquipiers. Le caméléon effectue un geste acrobatique qui lui permet de s'extraire du marquage des trois soldats. Il déborde sur la position du Savaran, qui n'a pas le temps de réagir. Il est atteint par une lame qui traverse son armure. Cette dernière absorbe l'énergie de son bouclier et celle du soldat. Avant qu'il n'ait ingurgité toute l'énergie du soldat, l'homme revient récupérer son arme qu'il avait besoin pour contrer ses assaillants qui ne relâchaient pas leur entrave guerrière. Ils n'étaient plus que trois. Chacun d'entre eux commençait à comprendre leur erreur. Leur armure disparaissait en s'étalant au sol. À ce moment-là, ils ressentirent que leur énergie s'était extirpée de leur corps. La fatigue commençait à les saisir. Leur corps devenait de plus en plus douloureux, surtout pour la Vistis et le Tyrien, qui sentaient leurs mains se paralyser. C'était dû à la trop grosse quantité d'énergie qu'ils avaient utilisée et qui avait été absorbée. L'attaque qu'effectue le caméléon sur les deux soldats leur est fatale. Ils n'ont pas eu le temps d'éviter le coup qui leur a été porté. Tarwin n'avait plus le choix. Il attaquait en désespoir de cause, car le caméléon voulait pourfendre les deux corps encore en vie. Il donnait des coups qui étaient aussitôt parés. L'homme arrive à entailler le bras du jeune Clove à plusieurs endroits, tout en lui enlevant son épée d'un geste précis. Tarwin réplique de plusieurs boules de feu qui sont aussitôt absorbées par les lames noires. Il savait qu'il ne lui restait plus que deux solutions. Soit il utilisait son énergie pour se soigner et fuir, soit il tentait de se lancer dans une dernière attaque qui lui coûterait la vie. Car s'il n'a plus d'énergie, si les noyaux atomiques qui constituent son corps sont vides, il disparaîtra. Il a fait son choix. Les paroles de Dorga résonnaient en lui. N'oublie jamais que tu es Tarwin Clove. Son énergie se dégage de son corps, créant une aura violette. Son adversaire l'attend, avec ses sabres prêts à l'embrocher. L'armure qui protégeait jusqu'à là Tarwin ralentissait ses mouvements par la même occasion. Il disparaît. Il apparaît derrière l'homme, le déstabilisant d'un coup au niveau du talon. Disparaît à nouveau pour refaire surface dans son angle droit. Cette fois-ci, il vient toucher ses côtes, qui viennent craquer sous l'impulsion de son coup.
Il fait une rotation qui le positionne face à son adversaire. Il le frappe avec le bout de ses doigts en visant chaque épaule, les unes après les autres. Le choc est tel qu'il relâche ses sabres. Il fait quelques pas sur son corps, puis prend appui sur lui une fois qu'il arrive au niveau de sa poitrine. Le caméléon est projeté sur plusieurs mètres, ce qui donne l'occasion au jeune Clove de lui lancer une sphère solaire. Il n'a pas le temps d'atterrir au sol, qui sent les derniers effluves de son énergie quitter son corps. Il voit son adversaire absorber son attaque par les tatouages qui étaient placés autour de son corps. Puis la noirceur vient l'envahir. Un son électronique se fait entendre. Un liquide froid vient enrober le corps de Tarwin. Il parvient difficilement à ouvrir les yeux. Il est entouré de prêtres médecins qui lui injectent de l'énergie au travers d'un caisson de survie. Alors qu'il le déplace vers un vaisseau, il essaye d'observer le champ de bataille à la recherche de ses coéquipiers. Il n'y voit que désolation. Des cratères jonchent le sol. La montagne a été détruite. Sur un amas rocheux, le corps ensanglanté du caméléon y est déposé. Le jeune Clove ne peut retenir un sourire de satisfaction. Il remarque qu'il y a 4 autres caissons de survie. Son inquiétude pour le reste de l'équipe disparut, laissant son esprit libre. Mais cela ne durera qu'un instant, car le commandant prend place autour d'eux. Il commence à peine à reprendre conscience qu'il leur pose déjà une question. Alors, lequel d'entre vous a réussi à neutraliser le caméléon? Tarwin ne saisissait pas le sens de la question. Mais c'est vous qui êtes intervenu, lance le jeune Clove. Non, je viens d'arriver. Les soldats et l'équipe médicale sont arrivés avant moi. Et ils vous ont trouvé au sol, ainsi que le caméléon. Et quand ils vous ont trouvé, le caméléon était déjà neutralisé. Tarwin retourne dans ses pensées à la recherche des derniers instants avant son évanouissement. Il ne comprend pas ce qui a bien pu se passer. Alors qu'il était dans ses pensées, il fut dérangé à nouveau. « Merci, Tarwin », dit Dorga, à peine conscient. Les autres membres de l'équipe lui avaient conté ses exploits après qu'il soit tombé au combat. « Je n'ai pas eu le choix. Si je ne l'aurais pas fait, Melria me l'aurait reproché toute ma vie. » Répond aussitôt Tarwin. Dorga ne comprenait pas les allusions de son jeune cousin, ce qui fait sourire tout le reste de l'équipe. Le vaisseau spatial décolle en direction du centre galactique. Sur la planète Talron, un monde qui est sous l'étiquette politique des archanges de la lumière. Des androïdes reçoivent des données de Sular 3. Une vidéo qui a été transmise par un mini-drone sur place. L'un des robots se presse pour amener l'enregistrement auprès de son maître. La pièce où se trouvait l'homme était bondée de politiciens. Avant que la vidéo ne commence, l'homme au casque fendu entre dans la pièce. Toutes les personnes s'inclinent face à lui. Il s'installe sur son trône et visionne les images. Il semble captivé par ce qu'il voit. Il émet un ricanement tout en murmurant « Je ne m'imaginais pas que Tarwin Clove cachait de tels secrets. Je comprends mieux pourquoi le caméléon est tombé. » C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi le dernier épisode du premier tome de Clove. Je vous dis à la semaine prochaine.